des femmes, même des enfants. Tous portaient une marque, un cercle noir sur le front. Et tous répétaient, sans fin, dans un murmure, « Ce que tu trahis, tu retrouveras. Ce que tu vends, te possédera. » Sékou courut. Il courut comme jamais il n'avait couru. Mais les voix le suivaient. Elles s'accrochaient à ses pieds, à ses pensées. Il tomba. Dans un village entouré de baobabs géants, quelque part entre le fleuve aux crocodiles muets et la forêt sacrée des anciens, vivait un jeune homme nommé Sékou. Il était grand, fort, avec un regard qui brillait comme des braises. Mais ce qui brillait encore plus fort que ses yeux, c'était son désir de richesse. Il ne rêvait que d'or, de pagnes brodées, de chevaux blancs et de serviteurs qu'il appellerait « Monseigneur ». Sa mère, Makadi, était une vieille femme ridée par le soleil et les larmes. Elle n'avait que lui. Depuis la mort de son mari, elle avait tout sacrifié pour son fils, son temps, sa force, ses repas. Même quand elle avait mal au dos, elle allait cueillir les ignames ou porter de l'eau pour que Sékou ne manque de rien point. Mais Sékou ne pensait qu'à une chose, s'enrichir. « Maman, je veux devenir grand, je veux avoir des terres, des béhufs, je veux que les gens me saluent en s'inclinant. » Makadi souriait doucement. « La vraie richesse, mon fils, c'est ce qu'on garde dans le cœur, pas dans les mains. » Mais Sékou ne voulait pas de sagesse. Il voulait de l'or. Un soir, alors qu'il errait au marché, un vieil homme au visage couvert de Cory l'accosta. « Tu veux devenir riche, n'est-ce pas ?» Sékou sursauta. Il n'avait parlé à personne. Comment ce vieux devinait-il? Oui, très riche. Le vieil homme sortit une petite calebasse peinte de noir et rouge. « Va dans la forêt sacrée, là où les tambours résonnent la nuit. Enterre cette calebasse sous un hiroko géant. Les esprits viendront. Mais souviens-toi, chaque grande richesse demande un grand sacrifice. » Sékou fronça les sourcils. Quel genre de sacrifice? Le vieil homme ne répondit pas. Il disparut comme une flamme soufflée. La nuit suivante, Sékou entra dans la forêt interdite. Tout était silencieux. Même les feuilles semblaient retenir leur souffle. Il trouva l'iroko géant, creusa, enterra la calebasse. Et alors, ils arrivèrent. Des voix invisibles, des tambours sans main, des yeux brillants dans le noir. Les esprits anciens. Tu nous as appelés, humains. Tu veux la richesse. Que vas-tu nous offrir? Sékou tremblait. Je vous donne ce que j'ai de plus précieux. Les esprits ricanèrent. Ta propre vie ne vaut rien encore. Tu dois offrir ce qui te lie à la terre, à ton sang. Sékou comprit. Et dans son cœur, une ombre se leva. Une pensée impensable. Je vous donne, ma mère. Un silence. Puis un souffle glacial. Un feu violet jaillit du sol. Marché conclu. Le lendemain matin, quand Sékou rentra chez lui, il trouva la case vide. Makadi avait disparu. Au même instant, le miracle arriva. Devant sa case, un coffre d'or. Des vêtements de soie. Un cheval noir aux yeux rouges. Le village était en émoi. On disait que Sékou avait été béni par les ancêtres. Il était devenu riche, du jour au lendemain. Mais ce que personne ne savait, c'est que les esprits l'observaient point et il n'avait pas encore fini. Pendant plusieurs lunes, Sékou vécut comme un roi. Il fit construire la plus grande case du village, avec des murs en briques rouges, un toit en chaume tressé par les meilleurs artisans, et des lanternes suspendues à l'entrée qui brillaient même sans feu. Il portait des habits importés de la ville, mangeait de la viande chaque jour, et organisait des fêtes qui duraient jusqu'à l'aube. Les anciens murmuraient. Comment un simple garçon est-il devenu si riche, si vite? Mais personne n'osait poser la question à haute voix, car Sékou avait maintenant des gardes, et son regard était devenu dur comme la pierre. Pourtant, dans le silence de la nuit, une ombre rôdait dans ses rêves. Makadi. Il la voyait, debout sous un arbre, le regard triste. « Mon fils, pourquoi ?» Chaque nuit, la même voix, la même image. Sékou se réveillait en sueur, haletant. Mais il secouait la tête. « Ce n'est qu'un rêve. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien fait. » Mais il savait. Au fond de lui, il savait. Un soir, alors qu'il marchait près du fleuve, un enfant s'approcha. Il portait une tunique blanche et avait des yeux brillants comme des étoiles. « Tu es riche maintenant, n'est-ce pas ?» demanda l'enfant. Sékou grogna. « Oui. Et alors ?» L'enfant sourit, tristement. « Sais-tu où est ta mère ?» Sékou s'arrêta net. « Tu la connais? Dis-moi. » Mais l'enfant recula, lentement. « Ce que tu as donné, les esprits ne le rendent jamais gratuitement. » Puis il disparut, sans un bruit, comme s'il avait fondu dans l'air. Depuis ce jour, les choses commencèrent à changer.
D'abord, le lait tournait chaque matin dans sa case. Les animaux fuyaient son ombre. Les enfants pleuraient en le voyant passer. Puis, ses serviteurs tombèrent malades. Son cheval noir refusa de le porter. Les lanternes s'éteignaient d'elles-mêmes, même en plein jour. Et la nuit, les tambours recommencèrent. Poum, poum. Dans la forêt sacrée, les tambours battaient sans cesse. Personne n'osait s'en approcher, sauf Sékou. Il s'enferma dans sa grande case, les oreilles bouchées, mais les tambours résonnaient dans sa tête. Un matin, Sékou fut réveillé par un cri. Il sortit et vit la foule réunie. Au centre du village, sur la place des anciens, se tenait une femme, vêtue de haillons, pieds nus, couverte de poussière, mais droite comme un arbre. C'était Makadi. Elle était vivante. Mais ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient vides, comme s'il regardait ailleurs, comme si elle avait vu l'autre côté. C'est impossible, murmura Sékou. Makadi tourna lentement la tête vers lui. Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Tu m'as offerte aux esprits, et ils m'ont prise. Mais ils m'ont rendue, pas pour te faire plaisir, mais pour te punir. Un souffle glacial passa sur le village. Les feuilles tombèrent des arbres. Un corbeau croassa 3 fois. Cette nuit-là, Sékou entendit frapper à sa porte. Toc, toc, toc. Il ouvrit. Makadi était là. Tu veux encore dormir? Viens. Il est temps que tu vois ce que j'ai vu. Elle le prit par la main. Et sans qu'il puisse résister, ses jambes se mirent à avancer toutes seules. Ils quittèrent le village. Traversèrent la savane, les collines, les bois, jusqu'à la forêt sacrée. Les tambours battaient. Mais cette fois, Sékou les comprenait. Ils parlaient, et ce qu'ils disaient lui glaçait le sang. Ils arrivèrent au pied de l'Iroko, celui-là même où il avait enterré la calebasse. Mais l'arbre avait changé. Il était noir, brûlé, déformé, et au pied du tronc, il y avait un trou. Makadi le regarda. Entre. Sékou voulut refuser. Il tremblait, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Et il tomba dans le trou. Il tomba, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur un sol fait d'os. Autour de lui, des milliers de silhouettes. Les yeux vides, les visages familiers. Ceux qui avaient trahi, ceux qui avaient menti, ceux qui avaient vendu leur sang. Et là, au centre, le vieil homme à la calebasse. Il sourit, mais cette fois, ses dents étaient faites de crânes miniatures. Tu voulais être riche, maintenant tu vas payer. Sékou était tombé dans le royaume des esprits punisseurs. Un endroit où le temps n'existait plus, où la lumière venait d'en dessous et non du ciel, où les arbres étaient faits de bras tendus et les rivières de larmes oubliées. Il se leva lentement, le cœur tambourinant comme un tam-tam fou. Autour de lui, les âmes le fixaient. Des hommes, des femmes, même des enfants. Tous portaient une marque, un cercle noir sur le front. Et tous répétaient, sans fin, dans un murmure, « Ce que tu trahis, tu retrouveras. Ce que tu vends, te possédera. » Sékou courut. Il courut comme jamais il n'avait couru. Mais les voix le suivaient. Elles s'accrochaient à ses pieds, à ses pensées. Il tomba. Autour de lui, les âmes le fixaient. Des hommes, des femmes, même des enfants. Tous portaient une marque, un cercle noir sur le front. Et tous répétaient, sans fin, dans un murmure, « Ce que tu trahis, tu retrouveras. Ce que tu vends, te possédera. » Sékou courut. Il courut comme jamais il n'avait couru. Mais les voix le suivaient. Elles s'accrochaient à ses pieds, à ses pensées. Il tomba, encore. Cette fois, dans un lac sans eau. Un lac fait de miroirs brisés. Chaque éclat montrait une image différente. Makadi le nourrissant quand il était bébé. Elle le berçant sous la pluie. Elle vendant son collier pour acheter ses cahiers d'école. Et enfin, lui, creusant sous l'Iroko. Il, disant, « Je vous donne ma mère. » Sékou cria, « Assez. Je regrette. J'ai été stupide, aveugle, égoïste. Je veux qu'elle revienne. Je veux tout recommencer. » Une voix immense résonna, comme si la forêt elle-même répondait, « Les regrets n'achètent pas ce qui a été vendu. » Le vieil homme à la calebasse réapparut. Mais cette fois, il était gigantesque. Sa peau était faite de feuilles mortes et de serpents noirs. Tu veux fuir le destin? Alors écoute. 3 épreuves t'attendent. Si tu réussis, tu obtiendras le droit de demander pardon. Sékou hocha la tête, à genoux. Je ferai tout. Le vieil homme souffla, et le monde autour de Sékou changea.
Première épreuve, le poids de l'ingratitude. Sékou se retrouva dans une case de boue. Sur la natte, une vieille femme agonisait. Elle appelait « Mon fils, aide-moi !» Mais à côté, un coffre d'or brillait. Une voix soufflait à son oreille « Ouvre le coffre, tu deviendras roi. Mais si tu aides la vieille, tu n'auras plus rien. » Sékou recula. L'or scintillait. Il tendit la main, puis la retira. Il courut vers la vieille femme, la souleva, l'allongea doucement, lui donna de l'eau. La case disparut, et la voix dit « Tu as choisi le cœur. Continue. » Deuxième épreuve, le retour du sacrifice. Il se retrouva sur la place du village. Tout le monde le regardait. Un esprit apparut et dit « Choisis, que ta richesse brûle pour que ta mère revive, ou gardes-tu ton or et oublies-tu sa voix ?» Sékou n'hésita pas. Brûlez tout, qu'il ne reste rien. Si c'est le prix pour revoir ma mère, alors qu'il en soit ainsi. À l'instant où il parla, une pluie de feu tomba du ciel. Les bijoux fondirent. Les murs de sa grande case s'écroulèrent. Il tomba à genoux, en larmes. Mais un vent doux souffla, et une dernière voix murmura « La troisième épreuve est la plus dure. Tu devras affronter toi-même. » Troisième épreuve, le miroir des fautes. Sékou entra dans une grotte. Sur les murs, des miroirs vivants. Chacun montrait une version de lui-même. Le Sékou riche, arrogant, riant en chassant les pauvres. Le Sékou qui hurlait sur sa mère. Le Sékou qui fermait les yeux quand elle pleurait. Chaque reflet sortit du miroir. Il devint réel. Ils l'entourèrent. « Tuez-nous, disait-il. Nous sommes toi. » Ils le frappèrent, le repoussèrent, le firent tomber. Mais au sol, Sékou hurla « Je vous vois. Je ne vous fuis plus. Je vous accepte, mais je ne suis plus vous. » Les doubles fondirent en poussière. Et la grotte s'ouvrit. Sékou rouvrit les yeux. Il était allongé au pied de l'Iroko. Mais l'arbre était maintenant couvert de fleurs blanches. Et devant lui, debout, Makadi. Pas comme une revenante, pas comme une ombre. Non, elle était là, vivante, complète. Elle tendit la main. Sékou éclata en sanglots. Il tomba à genoux, la tenant contre lui. « Pardonne-moi, je t'ai trahi, je t'ai vendu. » Makadi posa sa main sur sa tête. « Tu as compris la valeur de l'amour. Les esprits n'attendent pas la perfection, mais la transformation. » À cet instant, un dernier tambour résonna. Mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une bénédiction. Le soleil se levait doucement sur le village de Karamoko. Les coqs chantaient, les femmes allumaient leur feu, et les enfants couraient en riant derrière les chèvres. Mais ce matin-là, tout s'arrêta, car Sékou revenait. Il marchait lentement, tête baissée, pieds nus, vêtu d'un simple pagne. Derrière lui, Makadi avançait aussi, calme et droite, comme un baobab. Les villageois se rassemblèrent. « Regardez, c'est lui. Il a disparu pendant des lunes entières. Il revient sans rien, plus de bijoux, plus de cheveux. » Sékou s'arrêta au centre de la place et tomba à genoux. « Je vous demande pardon. » Un silence, puis un murmure. « Pardon, après ce que tu as fait. » Le chef du village s'avança. C'était un vieillard au bâton noueux, le regard dur. « Tu as abandonné ta mère. Tu as vendu ton sang pour de l'or. Et maintenant tu veux revenir, comme si de rien n'était. » Sékou leva les yeux, plein de larmes. « Je ne suis plus le même. J'ai vu des choses, des esprits, des douleurs, mes fautes. Je ne veux pas être accepté. Je veux juste vivre humblement, servir, aider. » Il posa sa tête au sol, en signe de soumission. Le chef resta silencieux, puis se tourna vers Makadi. « Et toi, que dis-tu » Makadi regarda son fils, longuement, profondément. Puis elle parla, avec une voix douce mais puissante. « Il a fauté. Oui, mais il a souffert. Il a appris. Il a choisi la vérité, même quand elle lui brûlait la chair. » Elle se tourna vers le chef. « On ne juge pas un homme au trou qu'il creuse, mais à la graine qu'il y replante. » Le vieux chef soupira. Il leva son bâton. « Que celui qui n'a jamais trahi jette la première pierre. » Personne ne bougea. Pas un mot, pas une main levée. Alors il planta son bâton dans la terre. « Sois, tu restes, mais tu vivras parmi les pauvres. Et tu devras prouver que tu as changé. » Sékou hocha la tête, humblement. Et ainsi commença une nouvelle vie. Fini les chevaux, fini les festins. Sékou construisit une petite case en bambou, au bord du champ. Il dormait sur une natte.
garçon dans ses bras. Quand l'enfant ouvrit les yeux au matin, tout le village était là, silencieux. Et une vieille femme dit, « Peut-être que le léopard a appris à marcher doucement. » Makadi observait tout cela. Un soir, elle appela son fils. « Tu as connu la richesse, puis la douleur. Aujourd'hui tu connais l'humilité. Mais sais-tu ce qu'il te manque ?» Sékou la regarda, curieux. « La paix, dit-elle. » Elle posa un objet dans ses mains. C'était la calebasse, la même qu'il avait autrefois enterrée. Mais elle était différente, sculptée de symboles de pardon, ornée de perles simples. Tu vas la porter chez les anciens, pas pour recevoir, mais pour donner. Tu es prêt? Le lendemain, Sékou alla sur la place publique. Il déposa la calebasse au sol, l'ouvrit et en sortit du Nil, du sel, de l'huile et un petit morceau d'or. Pas pour lui, pour les familles les plus pauvres. Ce n'est pas un trésor tombé du ciel. C'est le fruit de mon travail, de ma transformation. Je veux qu'il serve à réparer ce que j'ai détruit. Et cette fois, le village applaudit. Pas un tonnerre de cris, mais un applaudissement simple, sincère, plein d'émotion. Un enfant lui tendit une fleur. Un ancien lui toucha l'épaule. Makadi, elle, sourit. Et dans ses yeux, la paix. Les saisons passèrent. Le vent souffla, la pluie tomba, le soleil brûla, et la vie reprit son cours dans le village de Karamoko. Mais une chose avait changé. Sékou. Il n'était plus le garçon qui a vendu sa mère, ni l'homme revenu sans richesse. Il était devenu l'homme que les enfants appelaient Oncle Sékou, celui qui racontait des histoires au clair de lune, qui réparait les toits des vieillards, qui partageait le peu qu'il avait sans jamais demander en retour. Et surtout, il était devenu le fils de Makadi. Non pas par le sang, mais par le cœur. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or, Makadi l'appela. Elle était allongée sous son arbre favori, un grand tamarinier. L'air était doux, les grillons chantaient, et dans ses yeux brillait une lueur paisible. « Mon fils, dit-elle doucement, je sens que mon temps approche. » Sékou sursauta. « Non, maman, tu vas rester encore. On n'a pas fini de construire le puits, et les enfants t'attendent pour leur histoire. » Makadi sourit, fatigué. « Écoute-moi, mon enfant, la mort n'est pas une fin, c'est un passage, comme celui que tu as traversé. » Elle prit sa main, la serra. « Tu es devenu un homme, pas par ton âge, mais par tes choix. Tu es ma fierté. » Une larme coula sur la joue de Sékou. « Je t'ai perdu une fois, je ne veux pas. » Makadi leva un doigt sur ses lèvres. « Tu ne m'as jamais perdu, tu m'as retrouvé. » Cette nuit-là, Makadi s'éteignit en silence. Un souffle, un soupir, puis plus rien. Mais dans le village, on dit que les feuilles du tamarinier ne tombèrent pas pendant 3 jours, et que la lune resta pleine, ronde, comme un œil bienveillant qui veille sur ceux qui aiment. Les funérailles furent belles, simples, mais pleines d'amour. Sékou porta lui-même le corps de sa mère, entouré du village entier. Il creusa la tombe à main nue, comme pour offrir chaque grain de terre en pardon. Et quand il posa la calebasse sur la tombe, il dit d'une voix claire, « Maman, je ne te vends plus, je t'offre au ciel. » Des années passèrent. Les enfants de Karamoko grandirent avec ces histoires. Les jeunes venaient lui demander conseil. Même les chefs des autres villages envoyaient des émissaires pour entendre l'homme qui avait vu les esprits et était revenu vivant. Mais Sékou ne racontait jamais ses exploits. Seulement une chose, un cœur vide peut briller, mais seul un cœur plein éclaire les autres. Un jour, un étranger arriva, jeune, bien habillé. Il avait l'arrogance de la richesse, le regard hautain et parlait fort. Il demanda, « Où est cet ancien Sékou, celui que les gens appellent sage? J'ai entendu dire qu'il avait touché l'or des esprits. Je veux savoir comment il a fait. » Les villageois sourirent. Ils l'emmenèrent au bord de la rivière. Et là, sous un grand arbre, Sékou était assis, les pieds dans l'eau, entouré d'enfants. Il leva les yeux et vit le jeune homme. Il ne jugea pas. Il ne dit rien. Il lui tendit juste une calebasse, vide, et dit, « Si tu veux la remplir, commence par vider ton orgueil. » Le jeune homme resta silencieux et s'assit à côté de lui. Et ainsi, l'histoire recommença, pas avec les mêmes erreurs, mais avec une nouvelle graine. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, la leçon du conte. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour d'une mère, le pardon d'un cœur et la sagesse gagnée dans la douleur. Tu peux perdre l'or, les maisons, la gloire. Mais si tu retrouves ton humanité,
Alors tu n'as rien perdu.